Entre obscurité et traumatisme, le début du XXe siècle est marqué par un tournant majeur dans l'histoire de l'humanité. Depuis l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo, le monde va être plongé dans une atmosphère belliqueuse, dans un mélange de tensions, d'alliances et surtout de traumatisme perpétuel du XXe siècle. Ces aspects de la guerre sont très justement expliqués dans les œuvres actuelles, dans les ouvrages, les bandes dessinées, les séries ou encore les films. Or, nous ici, on va s'intéresser à une œuvre particulière, le jeu vidéo Valiant Hearts, Mémoire de la Grande Guerre. Valiant Hearts est un jeu développé par Ubisoft Montpellier sorti le 25 juin 2014, c'est donc un jeu vidéo français disponible sur différentes plateformes comme PS4, Xbox One, Switch, PC ou encore Android. L'histoire de Valiant Hearts se déroule pendant la Première Guerre mondiale et suit le quotidien de 5 personnages. Émile, un fermier français, Karl, un Allemand résistant en France, Freddy, soldat américain, Anna, infirmière belge et Walt, un chien. L'objectif du jeu, surmonter les obstacles pour avancer dans l'histoire tout en restant dans une authenticité du déroulement de la guerre avec les événements de la Grande Guerre. Le jeu est connu pour un style graphique qui combine la bande dessinée mais en complément d'images d'archives accompagnées d'une bande son incroyable nous plongeant dans l'ambiance belliqueuse de la période. Valiant Hearts recouvre approximativement toute la période historique. L'histoire de Valiant Hearts commence dans la ville de Saint-Mihiel, une commune située dans la Meuse. Nous incarnons dès le 1er août 1914 Karl, un Allemand vivant en France. Lors de toute l'aventure, on reste en France. Donc, lors de notre récit, on va également rester en France pour correspondre à l'authenticité de l'œuvre. Valiant Hearts se termine au même endroit à Saint-Mihiel en 1917. De fait, on va se concentrer sur ces années de guerre et de paix uniquement en France, et nous verrons que la plupart de ces actions se déroulent dans le nord-est de la France, qui est la région la plus touchée par les combats de la Grande Guerre. Mais aujourd'hui, si j'ai utilisé ce jeu vidéo pour vous parler de la Grande Guerre, c'est pas pour vous expliquer en détail l'intérêt du jeu, vous le présenter. Non, l'objectif ici c'est de se concentrer sur les personnages que nous apercevons dans le jeu, et principalement ceux qui sont considérés comme des acteurs secondaires de la Grande Guerre dans les livres. C'est notamment grâce à l'évolution de l'historiographie de la Grande Guerre que nous pouvons traiter en détail cette question historique des acteurs secondaires. En effet, à l'origine, l'historiographie se concentrait davantage sur les opérations militaires et sur la question des soldats en premier lieu. Mais les historiens ont forgé une historiographie ouverte sur d'autres sujets tels que la mémoire, les acteurs sur le front, mais également l'arrière, d'une guerre industrielle et totale incluant de nombreux acteurs. D'ailleurs, c'est la même manière que dans l'œuvre Valiant Hearts. Elle approche le sujet de la Grande Guerre, puisqu'en réalité, on parle beaucoup des soldats, des poilus, les Français qui ont fait la guerre, et c'est indéniable d'affirmer que sont les héros de la guerre, et c'est magnifiquement bien représenté dans l'œuvre. Mais il faut pas oublier que la guerre ne s'est pas déroulée qu'entre les Alliés et les empires centraux, mais des acteurs dits secondaires ont sûrement permis à la victoire des Alliés lors de la Grande Guerre. De nombreux historiens ont donc fondé leurs travaux sur la représentation des acteurs secondaires dans la Grande Guerre, les plaçant au centre de cette dernière, en leur donnant un aspect décisif au déroulement de la guerre du côté des Alliés. Nous connaissons par exemple Évelyne Morin-Rotureau, connue pour ses travaux sur le rôle des femmes lors de la Grande Guerre, qui n'est pas du tout la seule à travailler sur cette thématique, mais qui semble être l'une des plus engagées. Par ailleurs, l'historiographie de la Grande Guerre a évolué dans de nombreux domaines, et notamment sur la question du rôle des animaux, notamment avec Jean-Michel Derrex, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris et docteur en histoire qui a rédigé un ouvrage révolutionnaire sur la perception des animaux lors de la Première Guerre mondiale qui s'appelle « Héros oubliés, les animaux de la Grande Guerre ». En ce qui concerne la France et son empire colonial, bien que l'historiographie ait évolué, ça reste tout de même un sujet moins mis en avant, sûrement dû au manque de sources. Toutefois, Jeanne-Marie Amarose a publié en 2021 un ouvrage sur ces 700 000 hommes qui ont traversé la mer pour défendre la France. C'est ce que nous allons voir en analysant le jeu Valiant Hearts. Nous allons nous plonger dans son gameplay. Vous voyez tout ce qui semblerait important pour comprendre l'histoire, comme les objets à trouver ou encore les petites notes historiques données par le jeu. De fait, nous allons nous demander de quelle manière les acteurs dits secondaires dans l'histoire de la Grande Guerre sont révélés primordiaux pour la victoire des Alliés. Pour ce faire, on va voir dans un premier temps les alliances des Français qui sont montrées comme des acteurs décisifs, mais nous ne négligerons pas l'arrière, qui semble être un soutien primordial également pour les soldats, mais qui peut également se révéler au front. Et enfin, nous analyserons de manière plus stratégique de quelle manière les animaux ont été utilisés pour apporter une aide fondamentale aux soldats de la Grande Guerre. En 1914, la France comptait approximativement 50 millions d'habitants dans ses colonies, la plaçant deuxième au rang des plus grands empires coloniaux derrière la géante Royaume-Uni.
Le travail de colonisation a surtout été réalisé sous la Troisième République, avec des acteurs primordiaux comme Jules Ferry, qui a encouragé ce qu'on appelle l'œuvre civilisatrice. Que ce soit le Sénégal, le Maroc, la Cochinchine ou encore le Cambodge, la France compte bien sur son empire comme atout majeur pendant la Grande Guerre. La France va alors recruter déjà avant 1914 des indigènes, notamment les Lapteaux, les Marsouins et Bigorre, qui sont des artilleurs de la marine. Le déclic se fait après la guerre de 1870, savoir si on emploie les colonies dans l'armée, et le 28 février 1874, le procès verbal du Conseil supérieur de la guerre donne la constitution de ces troupes de guerre avec l'enrôlement des colonies dans l'armée française. En 1900 est créé le premier régiment de tirailleurs sénégalais. Mais une force jaune en Asie est déjà constituée avant 1900 sous le colonel Pénéquin. L'empire colonial va donc être majeur pendant cette guerre. D'ailleurs, deux types d'armées sont composés d'indigènes. Le 19e corps d'armée, unité d'Afrique du Nord dont les Français d'Algérie, Tunisie, Maroc, des régiments de zouaves et un corps des tirailleurs, et l'armée coloniale de 1900, formée de troupes métropolitaines pour servir dans les colonies. En 1914, la France compte 60 batailles d'indigènes coloniaux. Mais dès 1914, on se rend compte que les troupes sont insuffisantes face aux Allemands. On va donc mobiliser davantage de soldats avec une accélération du recrutement l'année d'après. On va recruter dans d'autres colonies, Salonique, Moyen-Orient, et Clémenceau va dire en 1915 « Il nous faut 500 000 hommes de troupes indigènes ». De là, un deuxième corps de l'armée est créé, 9 octobre 1915. Une loi change pour les indigènes. Ils sont recrutables dès 18 ans. De nombreux indigènes vont donc débarquer dans des camps d'entraînement, notamment à Marseille, Toulon ou encore Nice. Mais le recrutement est compliqué et certains s'opposent, notamment dans des villages d'Afrique du Nord et d'Indochine. On va donc porter secours aux déserteurs de la guerre. 135 000 tirailleurs sénégalais, qui ne sont pas forcément sénégalais mais africains en général, sont réquisitionnés en guise de droit et de reconnaissance, ce qui n'a pas forcément été rendu par la France. Au total, on estime que près de 600 000 hommes venant des colonies ont servi dans l'armée française pendant la Première Guerre mondiale, déployés sur les différents fronts, mais également dans les théâtres d'opération. On peut notamment revenir sur la bataille de la Marne, dans laquelle le corps d'armée colonial mené par Jules Lefebvre, notamment la 2e et la 3e division d'infanterie coloniale sont largement impliqués. Dans le jeu vidéo Valiant Hearts, le rôle des colonies est également largement représenté. Dans une note du jeu est représenté le mémorial de la division marocaine. Nous pouvons lire ce qu'on voit dessus. La division marocaine rassemble en fait des soldats de toute l'Afrique coloniale française et la Légion étrangère. On y retrouve des tirailleurs tunisiens et algériens, ainsi que des zouaves marocains. En 1915, ils menèrent à bien leur mission en reprenant la crête de Vimy, mais faute d'un soutien réel de l'état-major, ils durent se replier au bout de 2 jours. C'est la seule division dont tous les drapeaux sont décorés de la Légion d'honneur. Sa devise, sans peur et sans pitié. Ils ont certes combattu en 1915, mais aussi avant, notamment à Choconin, Panchard ou encore Chambry. Ils ne faisaient pas que combattre, ils participaient aussi aux tâches de soutien, telles que construire les tranchées, les transports, ou encore tout ce qui tourne autour de la logistique. Ce sont des combattants, mais aussi de la main-d'œuvre. Et ce n'est pas parce que nous sommes tous à la guerre que les préjugés disparaissent. Ils doivent combattre avec tous les préjugés racistes des Français, et malgré ça, ils se battent en vain, montrant une détermination sans relâche, même pour ceux enrôlés sans avoir réellement l'aptitude. On a une photo ici dans les tranchées en 1915 qui nous montre comment c'était sur place. On voit un spahi algérien reconnaissable à sa coiffure qu'on appelle le guénour. Les troupes des spahis remontent à 1834. Et en 1914, on compte 3 régiments de spahis algériens. Ce sont à l'origine des cavaliers, mais ils vont tout abandonner pour se battre dans les tranchées. Ils sont vêtus d'une tenue kaki et de bottes assez souples. Dans Valiant Hearts, bien que les spahis ne soient pas représentés, les conditions difficiles des soldats l'est, notamment dans les tranchées, avec les conditions climatiques qui n'arrangent pas les soldats. Néanmoins, Ubisoft appuie énormément sur un pays, une puissance qui va apporter une aide considérable. Les États-Unis. Commençons par travailler autour de Freddy, le soldat qui s'est engagé volontairement dans l'armée française dans le jeu vidéo Valiant Hearts. Freddy est un Américain, et volontaire qui s'engage du coup chez les Français en tant qu'ingénieur. Mais c'est surtout pour venger la mort de sa femme, causée par le régiment von Dorf, donc les Allemands. L'Américain est représenté à travers sa loyauté, mais également sa puissance. Nous rappelons qu'en 1914, les Américains ne sont absolument pas dans la guerre. La vaillance de l'Américain est surtout montrée dans cet affrontement. Et sa loyauté notamment dans cette scène.
Merci, mon ami. On a une note du jeu dans laquelle on peut lire 128 Américains s'engagent dans l'armée française, pour la plupart à Paris. Parmi eux se trouve le poète Alan Seeger. La majorité sont intégrés dans la Légion étrangère et participent à la bataille de la Marne. Les autres rejoignent l'aviation, dans ce qui deviendra plus tard l'escadrille Lafayette. 24 mourront pour la France, dont Alan Seeger. Mais au total, on compterait 3500 volontaires servant pour la France, surtout dans la région de Verdun. Et de grands noms figurent, notamment celui de Victor Chapman, mourant dans les tranchées de Verdun. Mais la plupart des Américains venaient des familles aisées, et étaient particulièrement intelligents, notamment Chapman, qui va écrire de nombreux articles pour les journaux américains sur place, souvent censurés en France d'ailleurs. Mais la vraie importance des Américains volontaires se trouve dans le secteur de l'aviation, avec une division particulière, l'escadrille Lafayette. 37 hommes y auraient servi. Ils sont donc connus. Mais ont-ils été réellement des acteurs majeurs de la guerre? Là, la question se pose. Mais là où ils sont réellement importants, c'est dans le domaine du soin. On compterait 3500 volontaires ambulanciers. Mais les volontaires états-uniens ne sont pas les seuls à avoir apporté leur aide. On a notamment aussi les latino-américains. Non représentés dans le jeu Valiant Hearts, ils sont néanmoins primordiaux. Le 1er janvier 1915, la presse évalue 11 854 individus américains du Nord et du Sud dans l'armée française. Des Argentins, Brésiliens, Mexicains, Antillais, Péruviens, Vénézuéliens ou encore Chiliens dans le rapport de Deslion de Feuchin. Ils s'engagent en raison de la philosophie des Lumières qui a conduit à l'indépendance dans plusieurs colonies espagnoles et ces pays sont imprégnés par la culture française. En 1870, un cercle français a été créé à Mexico. Des échanges universitaires sont réalisés entre la France et l'Amérique latine dès 1908 et le Brésil organise des conférences au sein des milieux franco-brésiliens. De fait, des familles envoient leurs enfants étudier en France et une base se solidifie de latino-américains. Et lorsque la guerre éclate, nombreux sont ceux qui manifestent en soutien de la France. Grecs, Suisses ou encore Syriens appellent à l'engagement, mais pas vraiment les latino-américains. Mais ils sont tellement nombreux que le ministère de la Guerre crée un dispositif pour l'engagement dans la guerre. Ils vont alors s'engager à Paris, mais aussi en province, notamment Albi, Annecy ou encore Oran. Ils vont notamment se faire reconnaître dans les combats d'Artois et de Champagne dans l'année 1915. Ils sont en moyenne âgés de 25 ans et participent à toutes les batailles, certains même sont détachés de la Légion étrangère pour entrer dans les unités plus spécifiques. Le combat des Latinos est très suivi en Amérique latine, notamment grâce à la presse argentine. D'autres alliés sont majeurs comme le Portugal, l'Italie ou encore l'Empire russe sur le front de l'Ouest, les Roumains, la Géorgie, l'Arménie. La liste est beaucoup trop longue pour les traiter, mais la mémoire des soldats reste primordiale. Dans Valiant Hearts, un autre pays est surtout énormément représenté, le Canada. Tandis que Karl touchait enfin au but, Freddy rejoignit les troupes canadiennes stationnées à Vimy. Les troupes canadiennes sont reconnaissables grâce à un bandeau rouge sur le bras, et Freddy dans le jeu va les rejoindre lors de la bataille de Vimy. La bataille de Vimy oppose les Allemands aux Canadiens et aux Anglais lors de la Grande Guerre, et ont donc par conséquent apporté une aide non négligeable sur le sol français. Mais ils étaient aussi présents lors de la bataille de la Somme. Le corps canadien a perdu 2600 hommes lors de la bataille, mais grâce aux stratégies canadiennes, la France put remporter cette bataille décisive sur le corps allemand. Mais les Canadiens sont connus aussi pour leur intelligence sur le front, leur tactique et leur technique. Le 22 avril 1915, une attaque chimique est lancée à Ypres, et le chlore va provoquer des brûlures aux yeux. La seule parade est trouvée par les Canadiens, consistant à uriner sur un mouchoir mouillé et l'appliquer sur le nez, comme nous le montre cette note du jeu. Mort pour la France. C'est le droit à cette mention pour tous les soldats qui ont été impliqués dans cette guerre totale. La mémoire des soldats volontaires est sauvegardée. Ils sont inhumés dans les cimetières militaires aux côtés des Français, et certains reçoivent même la Légion d'honneur. C'est le cas du lieutenant Marcos Rodrigue. Mais pourquoi sont-ils oubliés? En effet, les colonies et les volontaires ne sont pas connus, voire complètement oubliés de la mémoire collective. On va s'intéresser à la Grèce, et pourquoi la Première Guerre mondiale les a oubliés. Tout d'abord des conflits indirects. Nous ne sortons pas des grands noms, de corpus héroïques provenant de la Grèce. Et les défaites sur le front de l'Asie mineure en 1922 après la Grande Guerre n'ont pas du tout arrangé la mémoire collective. Mais le vrai problème est ce qui arrive après. Les décennies suivantes sont très denses, en conflits et événements majeurs dans l'histoire du pays. Et par conséquent, leur participation à la Grande Guerre n'étant pas majeure, s'efface dans toute l'importance de la mémoire collective des décennies suivantes, comme la famine d'hiver de 1941 et 1942, ou encore la mise en place du régime démocratique grec en 1974.
Mais la Grèce n'est pas le seul pays dans ce cas. Les Indiens, comme les Garhwal Rifles, ce sont les Indiens qui servaient pour la couronne britannique sur le front européen, avec, dans le Pas-de-Calais, un monument en leur honneur. C'est également le cas en Afrique, où l'on résume la participation à l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, ainsi que les tirailleurs sénégalais, tout en oubliant d'autres pays, comme le Togo, le Cameroun, et j'en passe. Le courrier reste la seule vraie communication avec l'arrière à cette époque. La radio et le téléphone étaient utilisés uniquement à des fins militaires. Tous les soldats écrivent à leurs proches, et cela pose des problèmes logistiques, mais aussi de coûts car la correspondance de guerre est gratuite. 10 milliards de lettres et cartes postales seront échangées entre le front et l'arrière pendant le conflit. Les débuts sont chaotiques, mais les services postaux s'organisent rapidement et découpent les lignes de front en secteurs, avec des codes postaux uniques. Le vaguemestre, qui distribue le courrier, est un personnage très attendu par les combattants. Mémoire de la Grande Guerre est le nom donné à Valiant Hearts. C'est notamment parce qu'il s'appuie sur les lettres des poilus. Parmi les passages marquants, on a cette lettre qu'Émile reçoit, mélangeant tristesse et espoir. Ce matin-là, le courrier n'eut pas de retard. La lettre de Marie n'était pas porteuse de bonnes nouvelles. Saint-Mihiel souffrait aussi de la faim, de la maladie et enterrait ses morts. Parmi cette grisaille, il y avait aussi un rayon d'espoir. Une photo de Victor, son petit-fils, debout sur ses 2 pieds, faisant ses premiers pas. Oui, bravo. Oui. Les lettres sont le seul moyen de communication au cours de la Grande Guerre, la seule lueur d'espoir. Les lettres servent alors à transmettre de l'amour dans un monde où les soldats ne connaissent que le sang de la guerre. Femmes et enfants redonnent de l'espoir aux soldats. Émile, après la lecture de cette lettre, accompagné par Freddy, se relève pour surmonter les moments difficiles. On donne également des nouvelles du foyer. Les soldats peuvent en prendre un coup au moral. La période de la Grande Guerre est compliquée pour tout le monde. Froid et famine terrassent les campagnes, et la santé des familles peuvent également se détériorer. Les lettres étaient souvent munies d'anecdotes, de moments importants dans la vie des soldats, mais pour leur rappeler à quel point la famille est très chère. Un vrai travail autour de la morale et de l'amour se construit avec ces lettres, parfois même accompagné de photos. Dans la lettre qu'Émile reçoit, une photo de son enfant y figure, lui donnant de l'espoir pour continuer afin de le revoir. Dans la même scène, on voit un portrait d'une femme en arrière-plan, possiblement la femme de Freddy, montrant que les familles sont la lueur d'espoir des soldats. Dans Valiant Hearts, un exemple de l'utilité d'une lettre dans le domaine politique est celle de la fille de Karl, transmise par Émile lors des retrouvailles quand Émile est fait prisonnier par des Allemands. Marie, la fille de Karl, lui dit dans la lettre « Mon très cher père, ici les Allemands occupent toujours Saint-Mihiel, mais on entend des bombardements derrière les collines. À la ferme, le bétail et la récolte ont été réquisitionnés. J'espère que vous êtes bien traité au camp et que votre blessure ne vous fait plus souffrir. Je vous joins une photo de votre petit-fils. Il vous envoie des baisers. Vivement la fin de la guerre. » La lettre ici sert alors à prendre conscience de l'occupation allemande dans les terres françaises. La lettre de Marie pour Karl sert aussi à retenir du moral et de la détermination dans ces temps difficiles, avec une photo de son petit-fils. Karl l'écrit d'ailleurs dans une note. J'ai enfin retrouvé Émile, quelques instants avant le bombardement. J'espère qu'il ne s'est pas retrouvé sous un de ces maudits obus. La lettre qu'il m'a montrée m'a fait tellement plaisir. Marie va bien, et Victor grandit, c'est tout ce qui importe. Le rôle des enfants dans la guerre est alors un symbole très puissant. Karl se bat pour le futur, sa famille, les prochaines générations pour qui la vie ne sera pas si dure. Mais les Français n'étaient donc pas les seuls à écrire ces lettres. Dans Valiant Hearts, Walt, le chien qui accompagne les personnages, trouve, lorsque nous sommes au beau milieu de la bataille d'Ypres, une lettre d'un soldat canadien, écrite le 21 avril 1915. Chers parents, nous sommes en Belgique, un pays vraiment plat qui me rappelle les plaines de Winnipeg. Mais la grande différence, c'est qu'il fait très humide ici, ce qui rend le froid encore plus froid. Mes amis et moi allons vous rendre fiers de nous. Les Canadiens seront les héros de cette guerre. D'écrire de nouveau bientôt. Steven. La lettre semble quand même assez différente que celle des Français. Le Canadien ici ne cherche pas à avoir de nouvelles, mais juste montrer à quel point il est fier de combattre auprès de ses camarades, rendant les Canadiens héroïques de cette guerre. Il en est de même pour les Allemands, lors d'une lettre d'un soldat allemand du 21 avril 1915. Cher Andrea, nous sommes bloqués dans un trou depuis janvier, et je ne peux même plus me lever. J'en ai assez de vivre comme un rat. Ma vie d'avant me manque tellement. Se promener sous les tilleuls en ta compagnie. Même le travail à l'usine me manque. Je t'aime. Grâce aux lettres, on comprend mieux la perception différente de la guerre en fonction des camps et des pays. On a également une lettre d'un soldat prussien,
du 6 septembre 1914, qui explique globalement la même chose. Ce sentiment de manque des familles est évoqué dans toutes les lettres, un fait très central de la Grande Guerre. Mais si on parle de guerre totale, c'est aussi parce que les femmes ont joué un rôle primordial dans le développement de la Grande Guerre, notamment dans le domaine de l'économie. Avec l'enrôlement de millions d'hommes, les femmes doivent alors prendre leur place. René Viviani, président du Conseil, va lancer un appel aux femmes le 7 août 1914 pour remplacer ceux qui sont sur le champ de bataille, dans les champs, mais aussi dans les usines. Des millions de femmes des campagnes doivent, dans des conditions difficiles, prendre la place des hommes, en ayant très peu de compétences, avec des matériaux inappropriés. Dans Violent Earth, on le voit, dans la ferme de Saint-Miel, que la femme d'Émile a volontairement pris sa place pour l'économie de son foyer, mais également du pays tout entier. On va avoir aussi ce qu'on appelle les munitionnettes. On recrute de plus en plus de femmes à Peugeot et Citroën, des femmes heureuses de servir leur pays. Enfin, c'est ce qui est montré, pas forcément ce qui est réel. Les ateliers sont effrayants. Elles sont entourées de machines, de ferraille. La vie des munitionnettes demeure pareille que pour les hommes avant 1914. Il fait chaud, elles sont frappées par la chaleur. Le bruit des machines, des ouvrières debout pendant plusieurs heures de suite. Elles s'épuisent devant des machines. On oublie souvent que femmes et enfants ont souffert de la guerre. À Reims, par exemple, 20 000 personnes, surtout femmes et enfants, ont été obligées de vivre dans les frottes, qui servaient à fabriquer et garder le champagne, parce que la ville était très envahie. Mais dans certaines régions, les femmes vont aussi voir des gens fuir. C'est notamment le cas en Alsace et en Lorraine, où de nombreux Belges vont rejoindre ces régions. Dans ces régions tenues par les Allemands, certaines sont contraintes de fuir, d'autres restent, et femmes, enfants et vieux subissent les pires humiliations. Elles sont constamment surveillées et travaillent sans relâche. Certaines portent des bagages dans les gares, d'autres sont conductrices de taxis et d'autobus. Mais les femmes soignent aussi les blessés de guerre dans les hôpitaux, les gueules cassées. Les femmes doivent surmonter ces visages, couverts de bandeaux, ces douleurs insoutenables. Les femmes ne voient que des hommes tristes, dévisagés et démembrés, tandis que les médias relatent que la gaieté des soldats. Les femmes voient le vrai visage de la guerre, la vraie souffrance des soldats. Dans Valiant Heart, allons à la rencontre d'Anna. Anna est une étudiante belge qui est venue passer son doctorat à Paris. Elle s'occupe des soldats blessés sur le champ de bataille. Elle est à la recherche de son père, qui a été capturé par les forces allemandes. Et tout au long de son passage, elle soigne les blessés de la guerre. Mais pas seulement. Dans la scène d'introduction de son personnage, on voit qu'elle soigne aussi des animaux. Lors de la Grande Guerre, on ne négligeait absolument pas les animaux. Que ce soit les pigeons, les chiens ou encore les chevaux, tous, s'ils pouvaient être soignés, l'étaient. Elle va d'ailleurs même dans le jeu conduire un taxi, qui fait référence aux taxis de la Marne qui ont été souvent réquisitionnés. Anna est le seul personnage féminin. Et on comprend toute l'importance des femmes grâce à son portrait. Femme engagée, elle se retrouve même sur le front à soigner des soldats directement dans les tranchées, sauf ses camarades des forces allemandes, et va même dans les dernières scènes travailler avec les Anges Blancs dans l'hôpital de Saint-Miel. Les Anges Blancs, c'est le surnom qu'on donne aux infirmières de guerre, aux 100 000 femmes vêtues de tuniques blanches recouvrant tout leur corps. Dans la scène finale, on ressent toute la difficulté surmontée par les femmes, l'enjeu et surtout le désespoir pour certaines, pour qui la guerre devient beaucoup trop dure à surmonter. Au milieu de tout ça, l'horreur des blessés de guerre, enroulés par des bandeaux. Anna est alors représentée telle une héroïne de guerre, montrant que sans la mobilisation de tous ses alliés, la victoire n'aurait sûrement pas été possible. Au cours de la Grande Guerre, les réquisitions sont surtout très fréquentes et menées par l'État français. On réquisitionne notamment des animaux, tels que des chevaux, les mules et les mulets, car on estime que la cavalerie est un élément essentiel pour la guerre. Mais sur les champs de bataille, elle ne fera pas long feu face aux mitrailleuses et à l'artillerie de l'ennemi. Toutefois, les animaux restent indispensables comme monture, pour le port des charges et pour l'artillerie. Dans les zones désertiques, on réquisitionne des chameaux et dromadaires, des bœufs, sur le front oriental. Dès 1916, on va réquisitionner des ânes, qui viennent d'Algérie et du Maroc dans le but d'approvisionner les hommes à Verdun. Ils remplacent généralement les chevaux, portent de lourdes charges, et tirent parfois les voitures de l'arrière. Mais les familles donnaient volontairement des vêtements aux soldats, pour surmonter aux conditions climatiques déplorables. Parfois, les soldats font même des demandes dans les lettres qu'ils écrivent. Mais la réquisition d'animaux s'accompagne de la nourriture, comme l'avoir et le fourrage, ainsi qu'aux outils nécessaires aux attelages, à savoir les harnachements, les fers et les clous. Des amendes étaient données à ceux qui ne voulaient pas donner de leur matériel. Mais vient là une problématique, celle de l'accord des familles. D'après la délibération du conseil municipal du 18 mars 1917, les habitants de la ville de Grésy sont confrontés à un réel problème. S'ils ne livrent pas les réquisitions demandées par l'État français, ce dernier tue les bêtes du village pour avoir du fourrage. On remarque alors que pour les villages qui vivent essentiellement d'agriculture et du bétail, on leur enlève leur source de revenus principale, ce qui cause à la fin de la guerre des difficultés pour payer les taxes et les impôts.
De fait, on va recenser absolument tout en zone rurale. Pommes de terre, paille, foin, bétail. On a un comité économique qui se charge de l'exploitation du pays. Et dès 1916, chaque maison réalise une liste des biens qu'elle possède afin de bien l'afficher pour s'en servir. De là, on se sert chez les Français. Linge, meubles, toutes sortes d'outillages, matelas, des ustensiles de cuisine, du bois, enfin bref, tout. On récupère même la laine des matelas pour créer des uniformes. On va démonter la tuyauterie des villageois pour l'emmener. Les familles apportent, mais ils n'avaient pas réellement le choix. Mais les familles fabriquaient et donnaient aussi des véhicules lors de la Grande Guerre pour se rendre plus près du front. C'est notamment le cas de Marie Curie, qui a créé les petites Curie. Dès 1914, Marie Curie s'engage dans la guerre dans le but de créer des véhicules. 18 camionnettes sillonnaient sans relâche sur le front, notamment dans la Marne ou encore à Verdun. Ces services ont inscrit sur leur devanture service radiologique, permettant de savoir les blessures des soldats avant de les transférer dans les hôpitaux les plus proches. On a déjà évoqué précédemment l'utilisation d'animaux, notamment dans le bétail ou pour porter des charges lourdes. Mais vous allez voir que dans Valiant Hearts, on utilisait aussi les animaux pour des raisons beaucoup plus stratégiques. Dans Valiant Hearts, les pigeons sont représentés de manière très subtile. Ils sont utilisés comme indice pour aider le joueur à avancer dans le jeu lorsqu'il rencontre des difficultés. Il est représenté avec un sac et une sacoche, ainsi qu'une lettre, montrant qu'il a un message à donner. Ici, il donne le message au joueur pour avancer. Mais durant la Grande Guerre, il transmettait les messages entre les soldats. Les pigeons voyageurs sont donc une arme utilisée par l'armée française, et pour comprendre leur utilisation, il faut revenir lors de la guerre franco-prussienne de 1870. Pendant le siège de Paris, les pigeons permettaient au gouvernement qui était évacué de communiquer avec Paris. Et suite à cette expérience fructueuse, la France finira par créer ce qu'on appelle les centres d'instruction colombophiles militaires. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, on avait le début des téléphones, mais c'était pas assez efficace pour transmettre des messages sur de grandes distances. Donc on utilisait les pigeons. On avait même des camions de transport de pigeons comme un bus à Impérial de Berliet qui a été transformé en pigeonnier roulant. Revenons sur Valiant Hearts et sur l'utilisation et les apparitions des pigeons. Dans la scène introductive du personnage d'Anna, on aperçoit un pigeon voyageur s'envolant avec une clé dans le jeu, avec deux autres pigeons autour d'un objet. Le jeu a potentiellement voulu représenter les pigeons comme clé de la victoire. Et dans l'histoire, un événement nous remonte à ça. C'est en octobre 1918 lorsque les Américains furent encerclés par les Allemands. Et alors qu'un bataillon américain venait en aide aux encerclés, ces derniers pensaient qu'ils étaient allemands et par conséquent se bombardaient entre eux. Mais un pigeon nommé Cher Ami est venu à leur rescousse indiquant où ils étaient les Allemands afin de pouvoir contrer leur stratégie. Dans Valiant Hearts, au vu de l'équipement des pigeons, ils semblent être reconnus comme de vrais soldats, portant un rôle majeur dans la victoire des Alliés. Ils sont considérés comme des vrais héros de la guerre, avec des monuments à leurs réfugiés, comme à Charleroi ou encore à Lille. Dans Valiant Hearts, on nous montre parfaitement l'utilité des chiens dans la Grande Guerre. Nous sommes à Neufchâtel, du côté allemand. C'est la première apparition de chien. Émile est fait prisonnier par les Allemands, et ce chien nommé Walt est certainement l'élément principal de notre aventure. Walt fait son apparition pour sauver Émile. Émile écrit d'ailleurs dans une note: « Je suis libre. Un chien et un Américain m'ont sauvé la vie par 2 fois aujourd'hui. Quelle journée. » Walt est un Doberman Pinscher, et il est tiré de la bande dessinée Dogs of War. Walt est donc un chien allemand, mais qui va toutefois servir dans les deux camps, puisqu'il semble reconnaître Émile grâce à Karl. Valiant Hearts propose toute une stratégie autour du chien, des compétences que ce dernier possède et que l'être humain ne possède pas. Son rôle principal est donc de distraire des soldats français comme des soldats allemands, puisque la particularité de Valiant Hearts c'est bien d'interpréter les deux camps. Walt va être emmené partout, des sets de bombardement, des maisons empestées de gaz toxiques. Néanmoins, dans le jeu, on ne montre que le chien qui accompagne le soldat, mais en réalité, on a différents rôles attribués aux chiens. On a les chiens sanitaires. Eux cherchaient les blessés et leur apportaient les médicaments nécessaires pour leur rétablissement. Ils n'étaient pas beaucoup utilisés car le front s'est stabilisé avec la guerre des tranchées, donc on n'avait pas vraiment besoin de chiens. On avait aussi les chiens guetteurs, comme son nom l'indique, ils guettaient les tranchées. On choisissait les chiens avec des bons flairs pour savoir quand est-ce que l'ennemi allait arriver pour les attraper. Ces chiens guetteurs s'apparentent à être notre Walt, puisque dans le jeu, il faut une grande complicité avec le maître pour bien s'en servir. Ils ont besoin d'être rassurés, comme Walt, qui demande souvent dans le jeu des caresses pour ne pas se sentir seul. On a aussi les chiens transporteurs. Donc comme les chevaux et les mules, on leur mettait des obus, des pigeons voyageurs ou encore de la nourriture dans leur sac. Et comme ils n'étaient pas très grands, c'était un peu plus pratique. Mais on a surtout les chiens messagers.
Il donnait des renseignements du côté français. Le chien avait pour repère des fanions, soit des pièces de tissu au point de départ et au point d'arrivée. Les chiens messagers n'étaient toutefois pas très utilisés au profit des pigeons messagers, qui pouvaient réaliser des distances bien plus longues avec beaucoup moins de danger. Côté français, alors qu'on a environ 30 000 chiens du côté allemand, les troupes françaises en recensent uniquement 12 000, et principalement dans le domaine sanitaire. En août 1914, seulement le 19e bataillon de chasseurs part en campagne avec 6 chiens de liaison, qui seront d'ailleurs tous tués. Mais dès 1915, la SPA va mettre à disposition des chiens de refuge qui vont être entraînés pour la guerre, ainsi que des particuliers qui vont donner leurs chiens en guise d'effort de guerre. Des soldats vont donc même récupérer les chiens des autres puissances. C'est notamment le cas de Walt, qui va être récupéré et devenir le fidèle compagnon d'Émile, alors qu'il servait à l'origine aux Allemands. Des chiens sont même transportés des régions nord-américaines, telles que le Canada ou encore la région d'Alaska. Mais qu'en est-il de l'état du chien en France? En fait, comme tous les soldats de l'armée française, le chien de guerre possède un état civil, ainsi qu'un livret militaire, une plaque d'identité, ainsi qu'un équipement pour la guerre. Différentes sortes sont utilisées, notamment les chiens de berger, comme les malinois, les bergers de Brie et j'en passe. Et sur les 10 000 chiens au total, près de la moitié fut tuée dans le feu de la guerre. Et les chiens, même s'ils servaient principalement à faire la guerre des deux côtés, ils semblaient surtout apporter un soutien moral et humanitaire aux soldats, obnubilés par les coups de feu et les cris de détresse des camarades. Les chiens sont une source de bonheur, d'espoir, dans les tranchées. Les chiens passent du temps avec le meilleur ami de l'homme, dans un contexte très rugueux, ce qui redonne le sourire. On le voit très clairement avec Walt, Émile, Karl et Freddy, qui sont très heureux de faire la guerre auprès d'un chien, leur donnant une once de bonheur et d'espoir dans ces temps difficiles. Walt et Émile se représentaient du début à la fin, sur l'écran d'accueil comme sur l'écran de fin. Ça montre toute cette complicité entre les deux personnages, renforçant l'idée que c'est le meilleur ami de l'homme. Et lorsque les personnages caressent Walt, un sourire s'esquisse. Y a pas de doute que le chien apporte le bonheur sur le champ de bataille. À la fin de la guerre, les chiens sont démobilisés, et les chiens restants à la fin de la guerre sont décorés de la croix de guerre, montrant leur courage et leur bravoure. Valiant Earth nous montre très clairement que la guerre est totale. Tout le monde est impliqué dedans, que ce soit les soldats, mais aussi leurs familles et les animaux de compagnie. Le jeu nous montre surtout que la victoire dans la Grande Guerre aurait sûrement été impossible sans l'application de tout ce conflit meurtrier. Même si nous nous sommes centrés sur les acteurs secondaires montrés dans Valiant Earth, le jeu propose des réflexions sur d'autres thèmes, comme la mémoire, mais aussi les techniques utilisées, le développement de l'artillerie ou encore les destructions dans les villes. En fait, Valiant Earth permet de comprendre de manière générale, mais aussi de manière très détaillée, ce qui prétend être le conflit le plus meurtrier de l'histoire. Ainsi, Ubisoft, grâce à son œuvre vidéoludique, réussit à mélanger divertissement et véracité de l'histoire, en touchant directement le joueur grâce à des événements très marquants, comme la bataille de la Somme, ou encore la mort des soldats. Après l'énorme succès de Valiant Earth, Ubisoft a essayé et a réalisé un deuxième volet, qu'on appelle Valiant Earth Coming Home, qui parle de l'entrée en guerre des États-Unis jusqu'à la fin du conflit. Quoi qu'il en soit, grâce à l'implication et au système, les Alliés sortent victorieux le 11 novembre 1918, mais le conflit se solde par un bilan de plus de 38 millions de morts, blessés et disparus. Donc en réalité, qui a vraiment gagné la guerre? On ne sait pas, mais tout ce qu'on sait, c'est de ne jamais oublier le front et l'arrière, à la mémoire de la Grande Guerre. Wow, c'est mon premier projet et merci à ceux qui l'ont suivi jusqu'au bout. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo et je vous avoue que commencer par une vidéo de 30 minutes, je vous assure que c'est pas facile. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel jeu vous aimeriez que je traite après Valiant Earth, mais je vous avoue que tout va dépendre de mon temps libre et surtout de ma motivation. En attendant, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.